Patrick, bonjour. Bonjour Vincent. Alors nous sommes le 28 février, je le précise pour ceux qui vont nous regarder. Les marchés actions sont entrés en mode panique et pour cause, ils sont contraints à un réajustement des scénarios macroéconomiques. Et notamment, il faut prendre en compte aujourd'hui le fait que la zone euro va rentrer en récession. Oui, alors on n'a pas encore tous les chiffres sur la Chine, hein, donc on peut faire simplement des estimations un peu grossières. On sait simplement que depuis le début du premier trimestre, la croissance en Chine est très négative. Ce que d'ailleurs le chiffre du PIB de la Chine ne montrera peut-être jamais, hein, donc il faudra se méfier. Mais quand on regarde la production d'électricité, la consommation de pétrole, la consommation de charbon, les ventes de voitures, le trafic dans les ports, etc., on voit que la vérité, c'est que le PIB de la Chine au premier trimestre est à moins 20, moins 30%. Enfin, à nouveau, le chiffre officiel sera positif et à n'en pas douter. Ne racontera pas cette histoire-là. Mmh. Par contre, nous aurons dans quelques jours le chiffre réel des importations de la Chine et on verra que les importations sont en colossal recul. Les ports sont fermés. Alors on peut après faire un calcul illustratif. Supposons que les importations de la Chine baissent de 30%, ce qui n'est pas du tout impossible. Les importations de la Chine, c'est 12% du commerce mondial. Donc 30% de 12%, ça fait 3,6%. Si le commerce mondial baisse de 3,6%, les exportations de l'Europe baissent à peu près de 3,6%. Et les exportations de l'Europe, c'est un tiers du PIB. Donc on perd un tiers de 3,6, c'est-à-dire que le PIB de l'Europe perd 1,2%. Si vous perdez 1,2% de PIB, vous êtes en récession, puisqu'on est sur une tendance de croissance de l'ordre de 1% par an. Donc l'Europe va être en récession plutôt au deuxième trimestre, puisqu'il y a un décalage. Et je n'ajoute pas les effets de dommages dans les chaînes de valeur, révision à la baisse des profits des entreprises qui annoncent des plans d'économie, etc. Donc on va être en récession. Donc il est parfaitement normal que comme on passe d'un scénario où on était sur une croissance à 1 ou un peu plus de 1 avec des bénéfices qui repartaient après une assez mauvaise année 2019, à un scénario où l'Europe est en récession, c'est normal que le marché ajuste. Alors la question maintenant, c'est de combien doit-on ajuster ? Absolument. Donc au jour où nous parlons, puisqu'il faut être précis, parce que les choses vont vite, le CAC a baissé de 15% depuis son point haut. Ça paraît beaucoup, quoi, honnêtement. C'est-à-dire que si on perd 1% de PIB en Europe, mais ce n'est pas jusqu'à la fin des temps, il y aura une partie de rattrapage. Ça, tout le monde l'a dit, mais enfin, bon, le tourisme ne sera pas rattrapé, mais la production d'automobiles, d'électronique, de textiles, etc. sera rattrapée. Donc, mais pas immédiatement, hein. Ça oui, prendra mais du temps. sur la deuxième moitié de l'année, normalement. Donc on s'attend à une deuxième moitié de l'année relativement bonne. Bon, alors bien sûr, il y a des entreprises qui font des profit warning, qui ont des difficultés, qui vont baisser leurs investissements, qui vont recruter moins, ça c'est tout à fait clair. Mais il y aura une partie qui sera rattrapée. Donc normalement, alors sauf si l'épidémie devient épouvantable en Europe aussi, aujourd'hui on n'est pas du tout dans ce scénario-là, normalement rien ne peut justifier 15% de baisse des indices boursiers. Donc on a l'impression que le marché est allé trop loin, alors qu'avant il faisait rien et c'était une anomalie aussi. Alors quand vous dites rien ne peut justifier, mais en même temps certains disaient le marché fait du gras là, et il fait du gras parce que les banques centrales sont au soutien. Or avec un choc de cette nature, est-ce que d'ailleurs, c'est une façon d'introduire le sujet des banques centrales. Est-ce que les banques centrales peuvent faire quoi que ce soit? Est-ce que le marché peut compter toujours sur cet adjuvant monétaire pour se remettre de ce choc? Alors, les banques centrales vont agir. Aux États-Unis, il va y avoir une baisse des taux probablement au mois de mars et peut-être une deuxième baisse des taux avant l'été. Le marché d'ailleurs valorise 2 baisses de taux maintenant de la Réserve fédérale. C'est assez raisonnable, je pense. La Réserve fédérale a dit qu'elle serait assez active. Et quand on a envie de baisser les taux, il n'y a pas de raison de traîner, quoi, je veux dire, parce qu'on sait qu'il faut le faire assez vite. En Europe, c'est plus compliqué, parce que les baisses de taux peuvent être que symboliques, même si on peut baisser de 10 points de base le taux des dépôts des banques pour le passer à moins 60. Honnêtement, ça ne fera rien à rien. Donc, c'est plutôt une perspective budgétaire en Europe. La vraie question en Europe est, est-ce que ce choc va changer la vision budgétaire des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, qui aujourd'hui traînent les pieds quand il s'agit de pousser un peu plus les finances publiques? La réponse est oui, probablement. Donc on va sans doute avoir une réponse budgétaire en Europe, et plutôt une réponse monétaire aux États-Unis. Alors l'Europe peut bien sûr baisser ses taux un tout petit peu, on peut ouvrir un peu le quantitative easing, on peut faire un peu plus, acheter un peu plus de dettes d'entreprise. Ça aura des effets extrêmement petits en réalité quand on voit le point de départ. Le 10 ans allemand, il a moins 50 points de base, donc son potentiel de baisse est quand même très très limité. Donc on est plutôt à nouveau sur une logique budgétaire en Europe. Oui, mais et puis de surcroît,
certains le soulignent, que peuvent faire des injections monétaires ou des baisses de taux, alors que la psychologie du consommateur est sans doute plus noire qu'il y a quelques semaines, qu'on a tout de même des mesures de confinement, ça Oui, mais c'est retentit sur la oui, consommation c'est comme peut-être. d'habitude, c'est purement défensif. Quand vous mettez de la liquidité et que vous baissez les taux, vous évitez les faillites en gros. Hein, vous rendez plus facile le soutien des entreprises en difficulté, vous baissez les frais financiers. C'est ce qu'a fait Draghi quand c'était les États européens qui étaient en difficulté, ça a marché. Hein. C'est pas offensif comme stratégie, mais c'est défensif. Hein. Ça évite des défauts, quoi, pour faire simple. Et par ailleurs, c'est un effet psychologique assez largement, mais qui est vrai sur le marché des actions. Quand la Réserve fédérale annoncera qu'elle baisse ses taux et laissera passer le message que peut-être il y a une deuxième baisse des taux à venir, le marché des actions réagira positivement. Hein. Donc c'est un effet sur les actions. Aux États-Unis, la cause de l'action de la Réserve fédérale, c'est pas tellement la Chine, puisque là, le lien commercial entre les États-Unis et la Chine, il est extrêmement petit. C'est le marché des actions. Hein, c'est l'effet de richesse action. Et là, la Réserve fédérale a un instrument directement pour agir sur les actions. Il y a des travaux de recherche d'ailleurs de la Réserve fédérale elle-même qui montrent que depuis très longtemps, la Réserve fédérale réagit aux actions aux États-Unis, hein, que c'est vraiment dans sa fonction de réaction. Oui, elle est devenue market dépendante, Oui, comme bah, on dit en bon français. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, on parlait du Greenspan Put, mais il existe vraiment le Greenspan Put. Est-ce que vous croyez au scénario de la reprise en V? Vous avez l'air de dire, bon, c'est un choc. Évidemment, normalement, ça sera passager, on l'espère. Mais est-ce que ce scénario de la reprise en V est vraiment tenable alors qu'on a une chaîne d'approvisionnement mondiale qui a été sérieusement perturbée et qui aura du mal à repartir d'un coup, d'un seul? Oui, alors il y aura une reprise. Je vais dire des choses d'une banalité terrible qui ont été dites 30 fois. C'est que quand on n'a pas été au restaurant une semaine, on ne va pas 2 fois au restaurant la semaine suivante. Hein. Donc sur les services, sur le tourisme, ce qui est perdu est perdu. Bon, par contre, les pièces de voiture, les circuits imprimés, les semi-conducteurs ou le textile, il y aura un rattrapage et les Chinois travailleront le week-end, la nuit, etc. pour rattraper la production perdue. Vous savez que c'est ça qui va se produire. Donc il y aura une forme de rattrapage. Il y a comme une vieille règle en économie, c'est que quand on a une très grosse perte de croissance, elle a des effets rémanents. Elle a des effets rémanents parce qu'il y a des entreprises qui font faillite, et on a déjà des faillites en Chine, et il y aura beaucoup plus de faillites en Chine, puisque les entreprises étaient financièrement fragiles, et il y aura des faillites en Europe. Il y a des effets rémanents parce qu'il y a du chômage, et donc il y a des gens qui ont du mal à revenir à l'emploi, et puis parce qu'on a désinvesti, et puis parce qu'il y a des entreprises qui mettent en place, on le voit, il y en a plein, des plans d'économie, donc ils vont moins investir, moins embaucher. Donc c'est pas du L, si on fait le profil, c'est pas du V, c'est entre les deux, quoi. C'est un V, avec la barre de droite plus petite que la barre de gauche, quoi. Je sais pas comment ça s'appelle, mais on sait, on l'a vu après 2009. La croissance après 2009, elle ne revient pas au niveau d'avant. Les gains de productivité sont plus faibles. On perd du capital humain, on perd du capital productif, et là ça va être la même chose. Donc Monsieur Air France, il va acheter moins d'avions probablement pendant un certain temps, hein, pour rétablir ses comptes. Donc on ne retrouvera pas la croissance qu'on aurait eue sans la Chine. Mais on va quand même retrouver Bien la sûr. croissance. Non, c'est pas ce que je disais. Pour vous aujourd'hui, la correction à laquelle on assiste prend en compte déjà toutes les mauvaises nouvelles? Mais écoutez, normalement, le marché action valorise le long terme. Donc quand le CAC baisse de 15%, ça veut dire que la valeur actualisée des profits futurs est 15% plus basse qu'il y a 3 semaines ou 15 jours. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc on est dans une surréaction du marché, ce qui est parfaitement logique. D'ailleurs, de toute façon, le marché structurellement surréagit parce que quand le marché baisse, il y a beaucoup d'investisseurs, comme vous le savez parfaitement, qui sont contraints de vendre. Il y a des assureurs qui consomment des fonds propres, il y a des fonds qui dépassent leurs limites de VaR, leurs règles de gestion. Donc il y a des gens qui coupent leur position, même si intellectuellement, ils pensent qu'ils ne devraient pas le faire, mais ils sont contraints par leurs règles à le faire. C'est bien qu'ils aient ces règles, hein, puisqu'ils se protègent. Mais ces règles amplifient les mouvements du marché, on le sait. Donc le marché, il est extrêmement procyclique dans son fonctionnement. Donc il va toujours trop loin. Donc le message, c'est que ceux qui n'ont pas ces règles de gouvernance qui leur imposent de vendre, à certains moments, devront acheter. Donc les vraies gestions en absolute return, je pense, vont devenir assez vite acheteuses à ces niveaux. Moi, je parle à un certain nombre d'investisseurs, ceux qui ont la liberté d'action, qui sont vraiment très libres de leur mouvement,
je pense, achètent dès aujourd'hui déjà, hein, en se disant 15%, ça ne peut pas être la réalité. Alors peut-être que ça sera 20% dans 2 jours, mais ce n'est pas leur sujet. Leur sujet, c'est de dire 15%, ça ne peut pas être la vraie valorisation du choc. Patrick, merci. Merci Vincent.